Bonjour Marine, Bonjour Alexandre. merci d'avoir accepté cette interview au sujet du dernier numéro d'Ornicar intitulé Les bas-fonds. Tu nous proposes une contribution à propos des textes de Julia Pecker et d'Aurélie Provadel. Ce qui m'a frappé à la lecture de ce numéro des bas-fonds, ça a été la richesse des références littéraires. Et tout de suite, il y a une référence qui m'est venue en tête, ça a été Les carnets du sous-sol de Dostoïevski. J'avais cette image d'un homme de 40 ans qui était replié sur lui-même dans une cave, un homme, je cite Dostoïevski, malade et méchant, qui était plein de ressentiments, au sens où il en voulait à quelqu'un, à quelque chose, et qu'il était complètement pris dans une rumination, comment dire, mortifère. Et cette voix, la voix du sous-sol, je l'ai entendue comme une voix d'un retour du refoulé d'une société aseptisée. Une voix dont la force vient être décuplée précisément par la surdité d'une civilisation hygiéniste, amoureuse du progrès et qui évacue précisément toute forme de négativité. Ce qui m'a frappé aussi en relisant le début des carnets du sous-sol, ça a été le traitement littéraire de Dostoïevski, c'est-à-dire de ne pas faire de cet homme malade et méchant un pur anti-héros, une figure à laquelle on ne pourrait pas du tout s'identifier. Au contraire, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'il est profondément créé à notre image. On peut s'identifier à lui. Je trouve qu'il y a vraiment un lien à faire entre cette voix de cet homme dostoïevskien qui s'élève contre l'idéal progressiste et hygiéniste de la société russe de la fin du XIXe siècle et l'hygiénisme précisément condamné par Julia Pecker dans sa contribution qui ne manque pas de verve et d'engagement même, je dirais. Je la cite, l'hygiénisme sanitaire est aussi un hygiéniste moral où l'enjeu est d'évacuer au plus vite tout ce qui pourrait provoquer horreur et répulsion. Donc là, selon moi, tout est dit. Hein. Le réel, dans sa dimension d'insoutenable, représente un autre inadmissible pour le sujet. Et dès lors, euh, l'article a le mérite de dénoncer un aveuglement volontaire qui pourrait confiner à la lâcheté morale. Je cite à nouveau Julia Pecker, qui est extrêmement lumineuse dans ses propos. Au regard de l'éthique analytique, l'abjection ne consiste pas tant à s'abandonner à une jouissance destructrice qu'à ne rien vouloir savoir du tas d'ordures que nous refoulons le plus loin possible de notre monde et de notre conscience, à préserver le goût de toute forme de dégoût. Précisément, ce je n'en veux rien savoir de la pourriture que produit notre société n'est pas sans rappeler le je n'en veux rien savoir du sujet vis-à-vis de son propre inconscient. Et on le voit ici à travers cet article, le courage fait cruellement défaut là où pointe le réel. Il y aurait comme une cécité finalement inévitable du sujet face au réel. Nous ne cessons précisément dans nos comportements d'éviter le réel, et on pourrait dire même non sans quelques perversions, d'une certaine façon. On opère un détour, hein, c'est ce que veut dire perversion dans son étymologie latine. On l'évite sans cesse dans sa dimension d'insoutenable et d'impossible. Cet auto-aveuglement rappelle également, j'introduis une nouvelle référence, mais l'allégorie de la caverne de Platon, c'est-à-dire que ces hommes qui s'aveuglent sont comme les prisonniers, ignorants, qui n'ont pas accès à la source lumineuse qu'est le soleil du fait de leur localisation souterraine, et ils demeurent dans l'illusion, et ils n'ont aucun goût pour la vérité. Donc voilà, les prisonniers de la caverne sont eux aussi à leur manière dans une forme de je n'en veux rien savoir, une forme de déni du réel. Et il me semble que vraiment le mérite
cet article d'Ornicart, sa particularité, c'est précisément de pointer ce déni qui n'est pas, qui ne relève pas que du conscient et du volontaire, évidemment. L'article d'Aurélie Pfauwadel, L'horrible bête faite pour la nuit, consacre tout un passage nommé Éthique de l'extimité, où les bas-fonds sont identifiés au lieu même d'exercice de la psychanalyse, bien loin du cliché faisant du cabinet d'analyste une enclave paisible dans un monde cruel et violent. J'ai beaucoup apprécié tout ce développement fait sur l'éthique de l'analyse à partir de ce concept d'extimité. Cette idée que l'analyste s'occupe des choses qui font que le monde est immonde, du réel qui ne marche pas, je cite Lacan dans Je parle au mur, je la trouve tout simplement fondamentale et très éclairante, encore une fois. Le concept analytique de réel est, à mon sens, bien plus fécond dans sa dimension analytique que le concept de réel en philosophie. Aucun philosophe, excepté Nietzsche, et c'est par hasard puisqu'il est beaucoup cité par Julia Pecker dans l'article sur la topologie des marges, aucun philosophe, excepté Nietzsche, philosophe du soupçon aux côtés de Freud et de Marx, n'avait pu faire du réel un objet de répulsion et de dégoût. Tous en avaient fait un objet digne de pensée. Et précisément, j'apprécie cette perspective analytique qui s'érige contre une forme d'idéalisme, voilà, qui fait des idées, au sens platonicien, un degré supérieur de réalité. Donc voilà, c'est vraiment singulier et passionnant cette identification du réel au déchet, au rebut, à la marge, hein, vraiment. Et je retiendrai pour finir cet entretien une formule de Lacan particulièrement qui sonne, qui a été citée donc, par Julia Pecker, toujours dans cet article Topologie des marges, donc, citation de Lacan qui vient de l'éthique de la psychanalyse, le tas d'ordures, voilà une des phases de ce qu'il conviendrait de ne pas méconnaître de la dimension humaine. Et c'est ce ne pas méconnaître qui m'interpelle, qui m'arrête. Ne pas méconnaître la boue, ça me fait penser également, il n'est pas le premier en ce sens, ça me fait penser au projet d'écriture de Zola dans sa préface de l'Assommoir. Donc je cite Zola, « J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs. » Bon, et c'est pas un hasard là non plus si Zola a rencontré de vives critiques infondées, voilà, précisément parce que l'objet de son texte, la matière de son œuvre, de sa création, ça a été la marge sociale, voilà, le milieu empesté de nos faubourgs. Donc, pour reprendre encore Lacan, le tas d'ordures finalement de la société du 19e siècle. Alors, je pense qu'il existe une profonde affinité entre l'artiste et l'analyste, et cette affinité, ça serait précisément, je pense, ce réel qui est celui des bas-fonds. Ce seraient les déchets, la zone des lards, pour reprendre l'expression de Lacan au séminaire 11, l'infâme, la misère. Hugo l'appelait la misère, hein, cette chose sans nom. Donc l'analyse comme l'artiste partagerait cet intérêt, aurait pour même attention finalement ce drôle de réel. Eux seuls seraient capables d'élever ces abjets à une certaine forme de dignité objectale, voilà, avec tout un travail de transformation qui n'est pas sans rappeler non plus, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à Baudelaire, puisqu'il est même cité dans cet article, dans ce numéro pardon, très littéraire d'Ornicart. Ça me fait penser à Baudelaire et son fameux Alexandrin, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Citation précieuse, extraite de l'ébauche d'un épilogue pour la seconde édition des Fleurs du Mal. Et le poète s'adresse ici à Paris, hein, quand il dit « tu m'as donné ta boue », il parle à Paris, dont les rebuts ont su susciter chez lui son désir. Et voilà, je pense que c'est
c'est ça aussi qui est exaltant dans la lecture de ce numéro d'Ornicart. C'est vraiment le sujet choisi et puis voilà, l'idée d'en faire l'objet propre de la psychanalyse. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle idée quand tu as évoqué les affinités, selon toi, entre l'artiste et l'analyste. Tu parles d'un processus d'alchimie. C'est ça, de transformation, oui. Je trouve que c'est intéressant ce parallèle que tu fais et surtout, je trouve que ça insiste vraiment sur à la fois, je dirais, donc effectivement sur la matière sur laquelle on opère l'analyse, hein, cette boue, hein, et en même temps, ça convoque la question de la position de celui qui... C'est exactement ce à quoi j'étais en train de penser en t'écoutant. C'est Voilà. le lieu depuis lequel on opère. Donc oui, la position effectivement de l'artiste, de l'analyste, oui. L'analyste qui se fait le rebut de l'opération, dira Lacan.